Gabriel, pour vous, pour commencer, effectivement, ce qu'on voulait, c'était avoir des exemples de financement, et puis aussi la question qu'on se posait dans le contexte actuel gouvernemental, on peut se poser des questions, c'est comment vont évoluer les aides. J'imagine que vous avez des infos, des indices au gouvernement, et donc vous allez pouvoir nous donner quelques informations de première qualité. Alors, je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, je ne peux pas dire. Effectivement, après, on a des indices. Toujours est-il que la question justement du financement, la pertinence et de l'efficacité du financement, c'est une question qui se pose depuis toujours, parce qu'elle est naturellement politique, qu'on a bien vu un peu revenir dans l'actualité avec notamment la commission d'enquête dont le rapporteur était Monsieur Julien Gay, justement sur la pertinence des subventions accordées aux entreprises. Là, on est sur la rénovation des écoles, mais la même question se pose, et je pense notamment à l'intervention de Jean-Louis Borloo qui avait fait pas mal de bruit, où justement il montrait la difficulté à trouver des financements aujourd'hui en raison de la multiplicité des guichets. Hein, le guichet unique, c'est un peu l'arlésienne du financement, on entend toujours parler. Moi, je n'y crois pas, tout simplement parce qu'en fait, les différents guichets correspondent aux différents acteurs, à différents leviers de décision. Vous le voyez un petit peu sur les slides, mais effectivement, on a l'ADEME, on a aussi les services déconcentrés de l'État. Vous avez aussi les aides régionales. Donc aujourd'hui, il y a le tiers financement qui est permis par la Banque des Territoires avec le dispositif EduRénov qui a été évoqué précédemment. Donc vous avez comme ça pléthore de possibilités d'avoir des financements, auxquels s'ajoutent aussi effectivement les certificats d'économie d'énergie. Alors le groupe Elio, nous, on est financeurs dans ce sujet-là. Moi, vraiment, j'accompagne les collectivités en finançant par ce biais-là. Et d'ailleurs, les certificats d'économie d'énergie arrivent en fin de 5e période. Hein. C'est une obligation qui dure tous les 4 ans. On arrive vers la 6e période, est censée commencer, je dis bien est censée, parce qu'on est, on n'est jamais au bout de nos surprises en ce moment. Donc, elle est censée commencer à partir de janvier 2026. Ah, ça, on n'a pas encore l'info que c'est. Alors, a priori, c'est confirmé. Ouais. Voilà. Est-ce que ça va être la 5e période va être éventuellement rallongée avec une obligation qui va être maintenue? Peut-être. Enfin voilà. Donc, toujours est-il que je préfère effectivement ne pas donner trop de. Alors effectivement, ça a été confirmé, mais il faut éviter de s'avancer. On sait jamais. On peut encore avoir un retournement de situation et ça va très très vite en ce moment. Mais toujours est-il que les C2E vont continuer d'exister. Effectivement, cette piste de financement existera toujours. La vraie question est vers quoi on va les orienter à l'occasion de la 6e période. Exactement. Alors son enveloppe, elle est quand même prévue pour être toujours en expansion, voilà. Mais on peut prédire qu'on va aller plus vers l'électrification. On a vu que le financement des raccordements au réseau de chaleur a très bien fonctionné, qu'il a donc été un peu rallongé. Donc tout ce genre de choses, on voit aussi avec les véhicules. On commence à voir un petit peu les tendances qui se dégagent. Néanmoins, voilà, il faut quand même rester prudent. Et donc vous avez ce changement de dispositif et vous avez en plus cette multiplicité des guichets. Nous, on a même fini par développer justement une activité, un pôle dédié aux subventions parce que tout simplement, parfois les C2E ne suffisent pas et nous, on va avoir les collectivités ou les entreprises qu'on accompagne et qui nous disent c'est très gentil, mais en fait, c'est pas suffisant pour nous. On aurait besoin d'avoir d'autres pistes de financement. Alors on peut quand même souligner l'action des territoires, je pense notamment aux syndicats d'énergie et à d'autres acteurs qui effectivement permettent d'accompagner les acteurs publics dans la prise de décision. Néanmoins, ça reste toujours extrêmement complexe et il n'y a pas toujours, en fait, puisqu'on parle de collectivités, la France, c'est un tiers des collectivités de l'Union européenne. Donc vous avez une échelle de décision qui est complètement éclatée parce que vous avez des petites communes qu'on peut aider, des petites communes rurales de 200-300 habitants où c'est l'école communale et là, ils n'ont pas d'aide et enfin c'est très compliqué, très peu de visibilité, très peu de personnel. On parlait des économes de flux tout à l'heure, c'est sûrement des métiers les plus demandés en France, je pense, à tel point c'est difficile d'en avoir dans certaines zones. Et donc vous avez cette complexité. Alors après, effectivement, voilà, Vous avez dit un chiffre, c'est en France, c'est un tiers des communes de l'Union européenne. Ouais. de l'Union européenne. Donc Exactement. ah oui, c'est colossal. Qu'on voit un maillage 36 000 communes. Exactement. C'est Ouais. historique. Hein, on est un pays rural, donc effectivement, on est habitué à avoir des petites localités. Vous prenez par exemple les Pays-Bas, qui est où depuis le Moyen Âge, on a 50% de la population qui est urbaine. Ouais. Donc ça correspond, mais du coup, ça a un impact sur la prise de décision et notamment sur la rénovation des écoles. Et aussi sur le peuplement des écoles, mais ça, c'est un autre sujet. Depuis le 29 mars 2024, le préfet a la possibilité de baisser la charge minimale de la collectivité à 10% pour les rénovations d'écoles. Donc il y a quand même cette possibilité-là qui existe, qui est parce que normalement, vous savez, on est limité à 80% de subventions.
donc de financement public. Après, il y a les financements privés avec les C2E, mais en tout cas, il y avait cette limite-là, et c'est très bien effectivement que l'État ait compris un peu l'urgence et ait permis cet arrangement-là. Et effectivement, on espère que ça va donner, ça va porter ses fruits. Donc ça a été poussé à 90%, alors c'est ça que ça veut dire? Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à 90% de subvention pour la rénovation d'une école si le préfet l'autorise. On reste encore jacobin, hein. Ça, ça va pas changer. Donc voilà quelques exemples, hein, mais vous voyez on est quand même sur des collectivités plutôt rurales en l'espèce, hein, puisqu'on a une dans le Cantal avec vous voyez l'installation d'une PAC RR et on voit une cumulation effectivement des C2E et du financement via le fonds vert. Alors après moi je travaille pas mal aussi avec un syndicat d'énergie, le SDEM 50 qui est le syndicat d'énergie départemental de la Manche, et il y avait 2 projets que je voulais mettre en avant, parce qu'on voit c'est des types d'installations différentes. Les C2E, c'est 200 types d'opérations. Donc, ça va aussi bien toucher les transports qu'effectivement le résidentiel, que le tertiaire. Et donc là, c'est l'occasion de parler des écoles, mais il y a énormément d'opérations qui sont valorisables. Mais il y a eu notamment, une grande campagne d'installation de GTB, notamment à l'école des Roseaux de Carentan-les-Marais, où effectivement, encore une fois, il y a eu un cumul et un travail conjoint avec le syndicat d'énergie. Donc là encore, ces collectivités ont la chance d'avoir un syndicat d'énergie qui lance des grandes campagnes, et notamment aussi pour les raccordements en réseau de chaleur, où effectivement là on a pu être sur un gros projet de rénovation. Alors c'est pas le plus gros projet qu'on ait fait en raccordement, on est quand même sur une vingtaine de bâtiments, dont 11 bâtiments scolaires, avec plus d'1 million de primes. Donc effectivement, enfin 1,5 million, donc juste avec les C2E. Donc effectivement, on peut débloquer aujourd'hui des gros financements. Toutes les opérations ne sont pas autant valorisées. C'est pour ça qu'effectivement, le changement qu'il y a eu sur les pompes à chaleur était intéressant. Sachant qu'on est sur un dispositif aussi qui non seulement garde quelques points d'ombre. On va en faire un webinaire justement pour un peu décrypter la nouvelle période le 30 septembre prochain. Mais au plaisir de vous y inviter. Et donc effectivement, mais qui garde encore certaines parts d'ombre, et surtout en plus qui est souvent été mal desservi avec certains vendeurs peu scrupuleux qui refourguaient de la camelote aux collectivités, hein. Donc ça, on sait que ça existe. Heureusement, le PNC2E a revu certaines fiches d'opérations justement pour éviter ces abus, et on espère arriver vers une plus grande rationalité et surtout une plus grande efficacité du dispositif. En moyenne, ces 2 œufs, ça représente combien alors sur un chantier? C'est toujours des questions très difficiles, mais ça, Oui. vous allez me dire, c'est pas possible de répondre à cette question-là, mais sur des chantiers, on est de rénovation, les C2E, ça représente quoi? 50% du budget des travaux? Je vais vous faire une réponse de Normand, puisqu'on parlait de la Manche, ça dépend. Ouais. En fait, ça dépend vraiment des opérations que vous menez. Donc, il y a aussi il y a une idée d'incité. Donc, si vous voulez, par exemple, pourquoi, il y a eu des changements sur les pompes à chaleur? Parce qu'effectivement, l'idée est de pousser au développement des pompes à chaleur. On sait qu'il va y avoir un sujet sur la géothermie. Là, on a vu passer aussi sur les transports scolaires. On a vu passer aussi sur les raccordements réseau de chaleur. Donc là, vous avez des gros volumes. Sur les menuiseries, par exemple, on est en moyenne à 4% de l'opération. Ouais. Donc, c'est pas grand chose. Ça dépend, de ce qui est proposé et de ce qui est fait.